Premier exercice d'appropriation du texte, ou d'abord du texte, en tous les cas, du texte racinien par les élèves, a été posé sur le vers 12. Et si on se souvient, l'exposition est prise en charge dans le dialogue entre Albine, la confidente d'Agrippine, et cette dernière. Agrippine étant donc la mère du monstre naissant, qui arrive d'ailleurs assez vite dans la préface de 1676. Racine en vient très vite à présenter les deux protagonistes au plein sens du terme, c'est-à-dire Néron et derrière la marionnettiste, le docteur Frankenstein, c'est-à-dire Agrippine. Et très inquiète, bien sûr, sur le devenir de sa créature, et peut-être même avec le danger qu'elle ne se retournât contre elle, Agrippine a sollicité Albine, sa confidente, pour en savoir davantage sur les intentions de Néron et pour vérifier ses appuis aussi à Rome. Euh, Albine cherche bien sûr à temporiser et rassurer euh, Agrippine, sans doute en vain, parce qu'Agrippine, finalement, les monstres, ou en tout cas les loups, ne se mangent peut-être pas entre eux, mais ils se reconnaissent, en tout cas, ils se reniflent et ils se flairent assez bien. Et les deux fauves, comme disait Barthes, ont une assez bonne appréhension l'un de l'autre. Donc Agrippine, en vérité, c'est assez vite à quoi s'en tenir avec Néron, qu'elle surnomme tout au long de la pièce l'ingrat. C'est la périphrase favorite d'Agrippine pour désigner son fils. Le vers 12 est aussi une mise à jour de l'état de ce monstre naissant, qui est donc le premier contact pour le spectateur. Nous n'apprenons à connaître Néron que par les dires, et les dires vindicatifs ou terrorisés d'une Agrippine mécontente. Nous n'avons qu'une voix indirecte et bien sûr de parti pris. L'as de se faire aimer, il veut se faire craindre. C'était notre premier alexandrin soumis à notre étude. Alors, les élèves ont vu successivement, en classe, on a mené ce travail pour aborder l'acte 1, scène 1 de Britannicus, et l'as de se faire aimer, il veut se faire craindre, c'est évidemment donc un alexandrin, toute la pièce est en alexandrin, et c'est le maître favori de Racine qui déploie une pensée et la complexité des sentiments, donc bien sûr pour plein de raisons conjuguées, mais en partie pour l'ampleur possible de ce maître. C'est évidemment l'alexandrin qui s'impose dans les tragédies au XVIIe siècle, et en particulier chez Racine, bien sûr. Donc ce n'est pas un phénomène à commenter, c'est pas spécifique à cet extrait. L'as de se faire aimer, il veut se faire craindre. Les élèves ont évidemment se faire aimer et se faire craindre, ont remarqué le parallélisme de construction. Tout le vers est construit sur ce phénomène, qui est une figure stylistique évidemment aisément remarquable. Ça suit en plus la césure, l'hémistiche, là de se faire aimer, il veut se faire craindre. Ça marque évidemment la radicalité du constat d'Agrippine, le changement qu'elle ressent comme brutal chez son fils Néron, où elle n'a pas vu le point de basculement où sa créature a commencé à lui échapper. Et la césure marquée à l'hémistiche, l'as de se faire aimer, virgule, il veut se faire craindre, qui correspond aussi aux deux moments, aux deux membres de la phrase, avec le rejet de la principale en seconde partie. Ça mime aussi la façon très abrupte dont Agrippine ressent les choses, ainsi que le tournant radical que semble avoir pris Néron. Très bien. Bon, non. Ensuite, les élèves ont remarqué, ou avant, je ne sais plus, l'antithèse entre craindre et aimer. Donc, ce parallélisme de construction est d'autant plus gênant qu'il recouvre en revanche une opposition du sens. Donc, craindre et aimer ne sont pas exactement antithétiques, mais visiblement ne se retrouvent pas. Donc, là aussi, on a toute la relation d'Agrippine et de Néron, c'est-à-dire qu'on a une sorte de duplication, mais en vérité, on est un cran au-dessus dans l'horreur, et finalement, la créature ne ressemble pas tout à fait à son créateur. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a à la fois un mouvement de similitude, ce sont les deux mouvements de cet alexandrin, le partage en deux avec le parallélisme, d'accord. Mais pour autant, est-ce vraiment une simple duplication? Pas vraiment, puisque les termes dans chacun des deux hémistiches ne se répondent pas vraiment. Même si ils ne se rejoignent pas non plus. Craindre et aimer semblent incompatibles. À défaut d'être foncièrement opposés, ils semblent relativement peu compatibles. Donc, sans parler vraiment d'antithèse, on a plutôt un paradoxe, évidemment, et une vraie disjointure, en fait, entre les deux logiques. Très bien. Ce qui m'intéressait, c'était pas tellement ça, c'était plutôt la place de Néron et ce qu'on apprenait de lui, puisque c'est quand même le fil conducteur de notre étude, nous. Alors,
au-delà donc c'est pas tellement la relation qui m'intéressait de caractériser, mais que sait-on de Néron en fait? Et dans ce vers 12, d'abord on sait qu'il est omniprésent, parce que l'as de se faire aimer, il veut se faire craindre, on parle effectivement de lui, mais il est même aux quatre coins, au sens presque littéral du terme, de cet alexandrin. L'as, l'adjectif se rapporte à lui, hein, il est antéposé, mais c'est bien une apposition qui se rapporte à il, au sujet de la principale. Il veut se faire aimer, le sujet renvoie directement à Néron, il, le pronom personnel, s'est mis pour Néron. Et surtout, l'as de se faire aimer, ça le désigne toujours lui. C'est lui, hein, évidemment, dont le retentissement, l'éclat et qui déclenche ou pas l'amour ou l'adhésion de son peuple. Il veut se faire craindre, c'est aussi à lui, évidemment, que ça se rapporte, que le pronom réfléchi, à nouveau employé, se rapporte encore une fois à Néron. Donc, sur un vers de 12 syllabes, Néron est présent 4 fois. Donc, vraiment aux 4 coins, au carrefour de l'alexandrin. Omniprésence de Néron. Ce qui semble indiquer que Néron a pris beaucoup de place. D'abord, il est omniprésent dans les pensées, surtout d'Agrippine, et que ce Néron semble implacablement dominer et les pensées de sa mère inquiète, en tous les cas fébrile, et méfiante, bien sûr, infiniment méfiante, et aussi toute la conversation entre Albine et Agrippine tourne autour donc de cet absent si pesant, si menaçant. Ce qui est encore plus intéressant, au 4e degré de notre réflexion, c'est surtout que derrière cette omniprésence et ce sentiment d'hyperpuissance menaçant de Néron, qui donc hante la conversation, et toute la première scène, toute la scène d'exposition, c'est l'ombre de Néron hein, qui plane au-dessus d'Agrippine, d'Albine et donc du spectateur. Ce qui était intéressant, c'était la réversibilité entre sujet et objet. C'est-à-dire que l'as de se faire aimer, il veut se faire craindre, les deux pronoms réfléchis renvoient pas tout à fait au même Néron que celui qui veut. Donc les élèves nous disent oui, il veut, donc il est maître de l'action. Ouais, enfin, tout son pouvoir ne dépend que de. Néron devient cette fois l'objet en fait d'une adhésion ou l'objet d'une répulsion. Donc ce Néron qui est soi-disant si souverain, si impérial et surtout si dominateur, si suprême, si hégémonique, si tyrannique, en fait, toute sa stature, tout son prestige, ou plutôt toute son emprise, ne dépendent jamais que de la place qu'on veut bien lui donner. Et c'est vrai que ça esquisse quelque chose de l'ordre, je ne peux pas dire jusqu'à la servitude volontaire, mais en tous les cas, de la fragilité du pouvoir. C'est-à-dire que même le pouvoir le plus écrasant ou le plus omniprésent n'est jamais que soumis à ce qu'on veut bien faire de lui, consacrer de lui, à ce qu'on veut bien reconnaître en lui, à ce qu'on veut bien valider en lui. Donc encore faut-il se faire aimer ou se faire craindre, être l'objet d'une crainte ou l'objet d'un amour. Encore faut-il être l'objet. Et donc le même Néron est sujet objet. Ce qui montre aussi la relative fragilité de ce colosse au pied d'argile, en fait. Alors, sur le long temps, la longue échéance, bien sûr que Néron aura le dessus, mais nous allons assister aussi, puisque c'est le monstre naissant, c'est toute l'ambiguïté, ce Néron va être déstabilisé par ce sentiment nouveau. Est-ce que c'est de l'amour ou pas? Peu importe, mais en tous les cas, quelque chose en lui, que ce soit un amour ou une pulsion, le relie à Junie et le rend très dépendant aussi de cette femme, ou en tout cas de ses passions. Et on le verra même s'effriter à l'acte 5, scène 8, dans la relation, encore une fois, qu'Albine fera, cette fois, du tumulte dans lequel Junie est emportée et sauvée par le peuple romain, qui échappe, in fine, au plan machiavélique et criminel, à l'entreprise criminelle de Néron. Et si on se rappelle, ce même Néron, il parle de lui aussi, tout en disant « je » à toutes les phrases, en étant effectivement omniprésent et écrasant. Il y a aussi beaucoup de formulations excitées, ravies, etc., du participe passé passif, quelque chose en tout cas dominant lui. Donc c'est vraiment l'esquisse de ce que les dramaturges tragiques appellent le furor, quoi. Quelque chose s'empare du personnage, et ce n'est plus tout à fait le personnage, aussi écrasant soit-il, qui est le maître du jeu. En tout cas, dans les passions raciniennes, on n'est pas maître de soi, ni encore moins de l'univers. Et enfin, disais-je, en 5-8, le même Néron aura des regards égarés. Voilà, il y a quelque chose quand même là qui nous montre à quel point ce personnage est capable aussi de se faire déstabiliser. Et c'est bien ce point de tension entre plusieurs tentations ou identités de Néron. C'est à la fois effectivement le maître de l'Empire, mais c'est aussi le fils d'une mère. Et c'est à la fois un homme amoureux, ou en tous les cas happé
par Junie. Alors il a beau kidnapper, c'est peut-être lui qui est le plus prisonnier ou en tout cas le plus empêtré dans l'histoire, voilà. Cette ambiguïté-là, évidemment, le dramaturge s'en est saisi et ça justifie donc l'oxymore du monstre naissant pour, présenter son personnage. Voilà, ça se retrouvait déjà en fait. L'as de se faire aimer, il veut se faire craindre. Derrière l'apparente opposition des 2 membres de la phrase, derrière l'omniprésence du personnage, il y a aussi une, je ne veux pas dire vulnérabilité, mais une friabilité ou en tout cas une réversibilité, une versatilité possible du destin de Néron, même provisoire. C'était aussi ce que mettait en évidence, ce positionnement, sujet-objet avec cet emploi des réfléchis. Très intéressant dans ce vers 12, ce 12e vers de la pièce.